Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce début d'année 2021. C'est vrai que j'ai été quelque peu absent ces derniers temps à cause des fêtes. Je vous prie moi de m'excuser de cette absence. Mais bon, on va rattraper tout le retard parce que j'ai fait des belles vidéos qui vont encore vous donner de l'émoi, qui vont pas vous causer de bourdon. Non, non, on va juste traiter de la pédophilie aujourd'hui. Donc c'est une thématique voilà, très gentille en fait. Enfin, vous allez le voir, en tout cas, il y en a que ça ne dérange pas. Apparemment, la pédophilie, au contraire, il faudrait en faire ce serait presque une œuvre caritative pour certains. Donc un sujet ô combien complexe qui est remis un petit peu au goût du jour par l'affaire Duhamel, même si Olivier Duhamel, il faut bien le voir, n'est pas une affaire de pédophilie en tant que telle, c'est une affaire d'inceste et de viol en fait. Alors pourquoi c'est pas de la pédophilie même si l'enfant effectivement était mineur? C'est parce que en fait c'est petit Wikipédia qui nous dit en fait tout simplement que la pédophilie concerne les personnes qui ne sont pas encore pubères, d'accord, qu'elles sont impubères, donc elles n'ont pas passé le stade de l'adolescence, de la fertilité en fait, si vous préférez. C'est-à-dire que une fille qui a par exemple 14-15 ans qui a ses règles n'est plus considérée comme une enfant, on va dire, elle est considérée comme une adolescente, et donc tout acte sexuel fait envers elle ne sera pas de la pédophilie, d'accord? Donc il faut bien séparer le cadre juridique de la pédophilie de la pensée morale que l'on peut avoir, parce que par exemple pour nous, par exemple un adulte de 40 ans qui va coucher avec une fille de 15 ans, pour nous ça va être un pédophile, enfin on va le voir, on va avoir l'image du pédophile, du profiteur, enfin voilà tout ça. Alors qu'au niveau de la justice, ce n'est pas le cas, d'accord? La pédophilie c'est quelque chose de bien précis défini par la loi, c'est avant que les personnes soient pubères. Voilà, c'était pour préciser ce petit truc. Donc sur Wikipédia, bon, vous pourrez retrouver des articles comme d'habitude. Je me base, vous avez des sources habituelles, Wikipédia, même si ce n'est qu'une encyclopédie en ligne, je le reconnais, qui est complétée par n'importe qui, sauf à partir du moment où l'équipe de Wikipédia verrouille un sujet parce qu'il y a trop de dérives. En fait, après, il n'y a que des personnes qui sont vraiment qui ont les comptes pour pouvoir venir ajouter de nouvelles choses dans ces nouveaux articles. Donc c'est quand même une source qui est quand même relativement fiable, que tout le monde peut venir modifier, c'est vrai. Donc il peut y avoir des fois des bêtises dedans, mais quand même au fur et à mesure du temps ça se construit et ça devient quand même une encyclopédie en ligne relativement fiable. Voilà, mais il faut toujours apporter une petite vigilance quand même aux articles Wikipédia. Je vous invite ici à cette réflexion. Il y avait un petit article aussi qui était paru sur l'apologie de la pédophilie. Alors pourquoi j'en parle de cet article-là? Justement parce que vous allez voir que ce que je vais vous parler ensuite, la pédophilie au sein de l'État français et tout ça, ça concerne effectivement beaucoup des personnes issues des années 70-80, parce qu'en fait, dans les années 70-80, il y avait une refonte un peu du code civil, du code pénal vis-à-vis de la pédophilie. Et donc, il y en a certains qui ont profité de cette occasion pour parler de la pédophilie et justement tenter de la rendre beaucoup moins péjorative au niveau légal, on va dire. Jeu de couleur. Donc il faut bien voir que dans les années 70-80, c'est là où ça bat son plein. Ça dure encore dans les années 90, vous verrez sur les plateaux télé, il y en a qui s'en donnent encore à cœur joie dans les années 90. Et après, ça s'atténue au fur et à mesure du temps. Donc là, ce qui va nous réunir un petit peu, c'est au début, on va ouvrir le bal un petit peu avec l'affaire Olivier Duhamel. Pourquoi j'ouvre avec l'affaire de Olivier Duhamel si c'est pas de la pédophilie? Parce que vous allez voir que l'enchaînement qu'il va y avoir derrière cette affaire-là va faire un peu un effet domino et va faire un effet pulse en fait. Les pièces vont s'assembler pour que vous compreniez un peu toute l'ampleur du phénomène qu'il y a derrière cette affaire qui en fait a des engrenages un peu partout. Voilà, c'est pour ça que je tenais à placer cette... et comme c'est d'actualité, ça tombe très très bien. Donc ici nous avons Olivier Duhamel, donc, qui était un constitutionnaliste, un politologue français, enfin quelqu'un de l'élite française. Voilà, il avait vraiment accès à des grandes choses au niveau de l'État, il faut le savoir ça. Il avait des fonctions qui étaient quand même assez conséquentes. Si on voit sa carrière politique, on voit qu'il était quand même, il était conseiller auprès de président du Conseil constitutionnel. Il a aussi œuvré en tant que député européen, donc il a été élu au Parlement européen sur la liste Parti Socialiste, bien sûr. Vous allez voir, c'est souvent de gauche d'ailleurs qu'il y a des petites dérives avec les enfants. Pourquoi, je ne sais pas. C'est peut-être un trait du socialisme. On verra plus tard par la suite, je suis un peu taquin là. Donc voilà, donc en tout cas c'était un élu et il faut savoir aussi qu'il a été quand même vice-président du siècle entre 2010 à 2012 et qu'il devient président du siècle d'ailleurs au 1er janvier 2020. Il était président du siècle, il a démissionné depuis la fameuse affaire qui a eu lieu sur le livre paru qui dénonçait son inceste et son viol sur l'enfant, un des fils de monsieur Bernard Kouchner, un ancien ministre, suite à l'apparition du livre justement de Camille Kouchner, qui est justement aussi une fille de Kouchner, où on y apprend des choses vraiment abracadabrantesques, notamment que justement
que Bernard Kouchner était au courant, enfin que d'autres personnes étaient au courant apparemment de ces choses-là, et finalement il y a eu un silence total, il y a eu l'omerta sur ces faits, et c'est finalement Camille Kouchner qui a fini par délivrer la vérité au travers d'un livre, et bien sûr Olivier Duhamel a été obligé de reconnaître ses torts, hein, bien sûr, là-dessus. Voilà, apparemment, il y a des faits, il y a des preuves. Enfin, tout le monde est en train de cracher un peu le morceau actuellement. Il y aura des choses à voir, mais il y a quand même des choses. Donc, on reviendra sur le siècle. Hein, je vous expliquerai après pourquoi. Donc, la fille de Kouchner, voilà, Camille, qui elle est avocate, voilà, elle est plutôt dans le domaine juridique. Et elle a publié un livre qui a permis justement de faire révéler l'affaire. Et elle est la fille justement d'Evelyne Pissier, qui a une sœur qui s'appelle Marie-France Pissier. Attendez, j'étais parti un peu bas. Voilà, Marie-France Pissier, qui était une actrice scénariste et réalisatrice française. Et elle est morte en 2011, soi-disant suicidée. On va voir pourquoi. Parce que elle, en fait, elle était au courant, à mon avis, en 2011, des agissements de Olivier Duhamel, et elle a voulu témoigner, en fait. Donc elle essayait de contacter sa sœur, de rétablir le lien avec sa sœur pour pouvoir faire condamner Olivier Duhamel, qui était le beau-père à cette période-là, pour le faire condamner de cette atrocité qu'il a commise sur un des fils de Kouchner. Et petite erreur de sa part, petite erreur de trajectoire, on va le voir ici, hop là, voilà la cause de la mort. Alors en fait, je vous explique un peu comment elle est morte. Elle est morte dans sa piscine, avec des bottes, bloquée par une chaise en fer forgé, mais pas noyée, parce que vous voyez l'autopsie révélant le peu d'eau dans les poumons, voilà, il n'y a pas beaucoup d'eau dans ses poumons, ça suggère pas une noyade en fait. Bon, apparemment elle avait un petit peu d'alcool, elle prenait des antidépresseurs, mais à un niveau thérapeutique, c'est-à-dire qu'elle n'en avait pas abusé. Mais on sait pas trop ce qui lui arrivait finalement, elle serait morte peut-être d'un arrêt cardiaque ou éventuellement d'un choc hydrothermique. Donc on sait pas trop, mais c'est quand même bizarre. Elle enfile ses bottes, elle prend une chaise en fer forgé, elle va dans la piscine, elle meurt d'un arrêt cardiaque juste en tombant avec la chaise. La chaise la bloque bien sûr au fond de la piscine, parce que la chaise apparemment l'encadrait en fait au niveau du buste. Bon, c'est une mort un peu particulière, hein, nous dirons. Hein. C'est voilà, peut-être un suicide, effectivement. Ça semble être un suicide. Il manquait plus que les 2 balles dans la tête pour vraiment suggérer que ce soit un suicide, effectivement. Là, ce serait vraiment un suicide si elle avait eu 2 balles dans la tête. Peut-être 3, hein, parce que jamais 203 après tout. Donc voilà, bon, elle a été assassinée, clairement. Bien sûr, parce qu'elle avait des informations. Et donc elle est éliminée. Bien sûr, l'enquête n'a pas été menée jusqu'à terme parce qu'il y a eu beaucoup de blocages par hydrocution. Ouais, tout à l'heure, j'ai dit une bêtise, c'est hydrocution. Excusez-moi du terme, je me suis un peu trompé dans le terme. Donc bon, voilà, cette madame est décédée, assassinée. Clairement, pour moi, c'est un assassinat, même si l'enquête n'a pas abouti jusqu'au bout. Enfin voilà, il y a eu certainement des petites manœuvres pour pas que ça aboutisse. Mais quand on lit le rapport d'autopsie et tout, on se dit, mais non, les gars, ça ne peut pas être un suicide ou un arrêt cardiaque comme ça. Enfin, ça paraît aberrant. Même si elle avait un petit peu d'alcool dans le sang, apparemment, elle avait de l'alcool dans le sang, oui. Ça, éventuellement, un taux important. Donc, excusez-moi, je corrige, un taux important d'alcool. Mais bon, quand même, bloqué par la chaise en tombant dans l'eau, la chaise qui tombe bien au niveau du buste. Non, enfin, franchement, la probabilité est tellement faible avec des bottes en plus. Enfin, on voit pas du tout le contexte. Excusez-moi, mais bon, voilà. Donc, on va revenir sur le siècle, au fait, parce que ce monsieur Duhamel était vice-président pendant de longues années et a été élu président en 2020. Et en fait, le siècle, qu'est-ce que c'est ? C'est un club élitiste fondé en 1944. Bon, voilà, vous avez le truc. Moi, je vous explique grosso modo ce que c'est. Le siècle, voilà, c'est là où se réunissent, c'est marqué ici, de toute façon, ça regroupe en fait des dirigeants politiques, donc des personnes très influentes, que ce soit politique, économique, culturel ou médiatique. C'est-à-dire que c'est la réunion des élites un peu, on va dire, françaises. Alors rassurez-vous, quand ils se réunissent dans ces endroits-là, c'est généralement pas vraiment pour parler de la meilleure recette de la quiche lorraine, non. Je pense qu'ici, ils parlent de choses qui malheureusement ne sont pas trop démocratiques, vous voyez, mais qui ont une influence au quotidien. Ce qui fait que là, quand on nous dit oui, les gens qui se réunissent pour discuter dans l'ombre de tout ça, c'est du conspirationnisme. Écoutez, là, il y en a quand même, quand on parle du siècle, quand on parle du Bilderberg, quand on parle de la trilatérale, c'est quand même quelque chose, à mon avis, qu'il faut savoir retenir, quoi. Enfin là, c'est
c'est sous vos yeux, c'est Wikipédia qui le dit, voilà, c'est des gens quand même qui ont des influences assez colossales, qui se réunissent pour parler de notre avenir, en fait, grosso modo. Hein. Bon, ils le précisent pas, parce qu'évidemment, les journalistes qui sont invités, généralement, n'en parlent pas. Il y a des gens qui a peu d'articles qui paraissent dessus, ou alors c'est gardé relativement secret. Et des fois, quand on demande aux gens que des journalistes savent qu'ils sont allés au siècle, des fois, certains nient le fait d'être allés au siècle. Je suis désolé s'il y a des écarts de lumière, parce que là, je vois que le soleil est en train de pointer le bout de son nez, c'est parce que on est en hiver, et puis il y a du soleil aujourd'hui un petit peu, donc j'ai envie d'en profiter, donc désolé pour les variations de lumière, je sais que ça fait un peu sale sur les vidéos, mais bon, j'en ai besoin pour moi, du petit peu de soleil, ça fait du bien d'en prendre un petit peu. Donc voilà pour le siècle. Donc Monsieur Duhamel, pas pédophile, pour l'instant, de tout ce qu'on a pu étudier sur lui, c'est pas de la pédophilie, c'est de l'inceste et du viol, mais bon... En tout cas, on voit qu'il côtoie, lui, l'élite. Hein. On voit qu'il côtoie des gens très très haut placés au siècle. Hein, quand on voit les personnes qui y vont. Bon, il cite les objectifs. Alors, je ne sais pas si les objectifs, c'est discuter des grands thèmes du moment. Oui, ils discutent des grands thèmes, mais à mon avis, ils prennent aussi beaucoup de décisions. Hein. Voilà, donc eux, ils vont bien sûr faire passer ça pour quelque chose de bénéfique, pour quelque chose de sain, pour quelque chose qui soit très ouvert, voilà, de participatif, d'ouvrir les opinions et tout ça. Non, non, ici, ils prennent des décisions qui sont, à mon avis, assez... qui vont avoir une influence claire sur notre vie plus tard, parce que ça se passera pas au niveau parlementaire forcément, c'est-à-dire que là, on a vraiment une organisation qui est très costaude et qui vraiment réunit des personnes de fortes influences, de forts pouvoirs en fait. Hein. Donc, ensuite, on va commencer à aborder un petit peu plus la pédophilie au sein des élites françaises. Donc là, il faut savoir qu'à la télé était très complaisante avec les pédophiles, effectivement. Donc comme je vous dis, dans les années 70-80, il y avait une ouverture au débat là-dessus. Enfin, il y avait une révision, on va dire, au niveau juridique de la pédophilie, de ce que c'était et tout ça. Et donc, il y en a certains qui ont profité pour se glisser dans les mailles du filet pour justement faire valoir la pédophilie, la promouvoir, des pro-pédophiles en fait. Et donc, bah, forcément, ils apparaissent dans les médias. Donc, je vous laisserai regarder cette petite vidéo qui nous trace un petit peu. Elle dure 3 minutes, donc je ne vais pas vous la mettre. Il y a certaines vidéos que je vais vous mettre, mais d'autres que je ne vais pas vous mettre. Celle-ci, vous irez voir. Vous verrez que déjà en 1978, et même un petit peu avant, hein, ça a attaqué assez fort. Donc ici, il y a un témoignage, par contre, lui, je vais vous le faire écouter, de Roger Hollandré, qui était, comme vous le voyez, était un jeune résistant, président du Cercle national des combattants, et ancien grand reporter à Paris Match et au Figaro, qui s'exprime en 98 sur Jacques Lang. Donc là, je vais vous laisser écouter la vidéo, qui va arriver incessamment sous peu. Donc oui, j'ai gardé le casque pour pouvoir écouter avec vous et couper quand c'est nécessaire. Hein. Je trouve que c'est une des choses les plus dégueulasses. Monsieur Jacques Lang, qui prétendait être candidat à la présidence de la République, que l'on m'arrête à la sortie, si ce que je dis n'est pas vrai, a été compromis dans l'affaire des lieux de vie et dans un lieu de vie tenu par des socialistes qui s'appelait le Choral. Et là, des gamins étaient prostitués à des gens comme Jacques Lang. Et un gosse a été trouvé mort, sodomisé, la tête dans un seau de merde, que l'on m'arrête à la sortie si ça n'est pas vrai. Voilà, donc voilà, il n'a jamais été attaqué en diffamation, il n'a pas été emprisonné par la suite, donc vu les accusations, la gravité des accusations qu'il balance, si il avait menti, je pense que Jacques Lang aurait certainement porté plainte contre lui. Hein. Parce que là, quand même, ça va très loin. Ça, je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand même, le niveau, le degré là, auquel ça va. Donc oui, l'affaire du Choral. Donc l'affaire du Choral, vous pourrez le retrouver sur Wikipédia aussi, pareil. Hein, donc il y a quelques informations dessus. Bon, ça a souvent donné lieu à des non-lieux, justement. Voilà, ça n'a pas été poursuivi. À mon avis, il y a eu des pressions énormes parce que vu les personnes qui étaient impliquées certainement dans cette affaire-là, c'était pas possible que ça éclate au grand jour, mais ça a fait grand bruit, croyez-moi, dans la presse. C'était en 1982. Ça a fait beaucoup de bruit quand même. Hein. Surtout qu'il y a eu, quand on voit les affaires ultérieures, en 2020, je crois qu'il y a eu des parutions. Qui justement il y avait des vidéos, je crois, voilà, des CD-ROM qui circulaient, donc à lire un petit peu tout ça sur cette affaire-là, même si effectivement il n'y a pas eu d'aboutissement, je pense que ceux qui ont vécu ce moment-là ont subi quelques pressions pour faire taire un peu, hein, que ce soit au niveau juridique ou même d'investigation au niveau de la police, parce que là ça touchait vraiment trop du gros monde, hein. C'était vraiment l'affaire du Choral, en plus c'était à l'époque où Mitterrand avait pris le pouvoir. Et comme c'était un lieu un peu socialiste, forcément il y a eu des pressions évidentes sur ce truc-là pour justement éviter que ça s'ébruite. Donc voilà, donc l'affaire du Choral, donc dévoilée par ce monsieur, très intéressant. Donc on peut pas tirer vraiment de conclusion et dire oui c'est forcément vrai à 100%, mais il y a quand même de fortes suspicions
Et j'y reviendrai plus tard pourquoi Monsieur Jack Lang, je le mets un peu dans la moulinette, parce que vous voyez, son nom va ressortir plusieurs fois dans d'autres choses. Ce qui, bon, est peu anecdotique au final. Voilà, il n'y a pas de fumée sans feu au bout d'un moment, je veux dire, hein, surtout quand il y a plusieurs feux de déclenchés. Ensuite, voilà un petit plaidoyer de Maître Lévy aussi que je vous conseille d'aller voir. Maître Lévy qui est censé être un philosophe, enfin voilà, quelqu'un de très posé, tout ça. Donc je vais mettre la petite vidéo. Là, il ne faut pas le juger. J'ai pas calé le passage, mais bon. Et de la beauté du sexe. Mais concrètement, en acte, que faites-vous? Que faites-vous sinon brandir sans cesse le bâton de... Ah, là, faut relever un petit truc quand même. Bon, lui, c'est parce qu'il dit ouais, on est toujours en train de taper sur les gens, même s'ils ont fait de la pédophilie. Bon, en fait, il essaie de couvrir ses potes. Mais regardez bien son œil droit. Son œil droit, en fait, j'ai appris récemment. Je fais une blague, hein. J'ai appris récemment qu'en fait c'était un détecteur de mineurs en fait. Et donc là apparemment dans le public il y en aurait un, vous voyez, donc son œil est en train de... Hop, il a ciblé la target, vous voyez, il est complètement à l'ouest là. Et là il se dit, là il y a une proie, vous voyez, il y a une proie là dans le public. Donc je l'ai repéré. Non je déconne. Mais rien qu'à voir sa tête on se dit lui ouais ça va partir en sucette. De la morale. Mais oui, que faites-vous? Sur les enfants, la beauté du sexe sur les enfants. Mais qui vient Écoutez, dire, je pensais que le débat était très arriéré en Italie, je m'aperçois. Aujourd'hui oserait revendiquer, je vous en prie, le sexe avec les enfants, je vous en prie. Ce sujet-là est un sujet qu'on ne peut plus aborder aujourd'hui. Non, on peut plus aborder, c'est sûr. Hein. On peut plus défoncer le fion d'un petit gamin sans avoir quelques remontrances. C'est désolant, c'est vrai, c'est désolant. Mince alors. Où est passé l'esprit 68? Parce que vous allez voir que en fait, ces personnes-là sont très issues de l'esprit mai 68. Donc interdit d'interdire, libération du sexe, faut libérer tout quoi en fait. Faut libérer la parole, faut libérer tout ça. C'est là-dessus qu'ils se basent. Hein. Faut pas croire. Hein. Mai 68, ce n'était pas qu'une révolte comme ça. Non, il y a eu d'autres choses très néfastes derrière. Mai 68, ce n'est pas forcément une bonne révolte comme on veut l'entendre nous faire croire de temps en temps. Parce que vous voyez voir, il y a d'autres personnes qui sont issues de ce mai 68. Qui sont de véritables pédophiles. Hein. Donc voilà, parce que libération du sexe, tout ça, donc on y va. Donc notons ensuite, bon, on a fait le cas de ce Maître Lévy, vous irez voir la vidéo, comme à quel point c'est impressionnant que des gens puissent parler comme ça à la télé librement. Bon, je suis pour la liberté d'expression, mais là on parle de pédophilie les gars quand même. Je sais pas si vous montrez le niveau. Le gars s'exprime d'accord, mais après derrière faut le mettre en prison quoi. Enfin, je sais pas, un mec qui dit ouais, bon, le sexe avec les enfants c'est bon, on en fait tout un tapage. Ouais, en fait on ruine la réputation de personnes qui sont voilà, qui ont ces pratiques et puis voilà, c'est pas normal quoi. Bah non mais je t'en prie mec, je t'en prie. Là, gros clash, j'adore ce clash là est énorme. De Le Pen vs Cohn-Bendit, vous allez voir, et après vous allez comprendre pourquoi Le Pen dit ça, j'en dis pas plus pour l'instant. Monsieur Le Pen. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, mise en cause personnellement par un collègue relativement à des déclarations sur le massacre norvégien. Je tiens à dire que c'est un mensonge. En effet, j'ai porté un jugement politique sur la politique norvégienne en disant que, en déplorant la naïveté du gouvernement norvégien qui n'avait pas rempli ses obligations de sécurité. L'État est chargé de défendre ses citoyens. Or, il n'y avait pas un seul policier sur l'île. To jest dyskusja merytoryczna. Non, monsieur, to nie jest zgodnie. Monsieur Le Pen, vous entrez là dans un débat politique. J'ai été mis en cause par le pédophile Cohn-Bendit, et j'ai le droit de répondre. J'ai le droit de rappeler qu'il a été mis en cause ici pour avoir hébergé un terroriste de l'opération Armée Rouge et qu'il soutenait les Cambodgiens masqués. J'ai le droit de défendre mon honneur ici, monsieur. Voilà, je vais mettre en pause. Bon, Cohn-Bendit est un peu gêné parce que bon, il s'est fait accuser de pédophile. Pourquoi est-il accusé de pédophile, ce monsieur Cohn-Bendit? Bah, vous allez voir, c'est une petite émission télé, encore dans les années, je crois, 70 et quelques. Je me rappelle plus de la date exactement. Je sais pas si c'est cité. C'est pas 70, c'est années 82. Excusez-moi, années 82. Bah, écoutez ce que monsieur Cohn-Bendit a à dire. Et vous savez que la sexualité d'un gosse, c'est absolument fantastique. C'est quand même, il faut être honnête, sérieux, un petit gosse. Moi, j'ai travaillé avec avant les tout petits, là, les tout petits, c'est autre chose, mais avec des gosses qui avaient entre 4 et 6 ans. Bah, vous savez, quand une petite fille de 5 ans
5 ans et demi, commence à vous déshabiller. C'est fantastique. C'est fantastique parce que c'est un jeu absolument érotico-maniaque. Oh mais non, à peine parce que vous... Voilà, je pense que vous avez entendu comme moi. Bon, la vidéo est dure à trouver en entière. D'ailleurs, j'ai pu retrouver que ce passage-là sur ce site-là. Sinon, il y a d'autres passages en fait, mais j'ai pas réussi à retrouver l'intégralité de la vidéo. Je m'en excuse. Mais si vous cherchez, peut-être en cherchant bien, peut-être que j'irai la trouver sur des réseaux obscurs hein, pour retrouver l'intégralité de la vidéo. Mais voilà, Cohn-Bendit ne se cache pas en fait. Enfin, comment il peut savoir que c'est érotico machin de se faire déshabiller par une fille de 5 ans et demi? Excusez-moi. Comment il peut savoir ça? À part s'il l'a vécu en fait. Ou si on lui a raconté, ou peu importe. Mais il y prend un plaisir, apparemment. Apparemment, ça a l'air de l'intriguer et ça a l'air de lui faire plaisir de raconter ça. Donc voilà pourquoi, en fait, Le Pen clash Cohn-Bendit. C'est parce que Cohn-Bendit est malheureusement un pédophile. Et d'ailleurs, voilà, enfin, il l'a reconnu lui-même. Hein, il en a parlé ouvertement. C'est pas un souci. Et vous verrez par la suite, encore une fois, que pas de fumée sans feu, parce que lui aussi, ça revient plusieurs fois, tout ça. Donc Cohn-Bendit, hein, mai 68, les personnes qui veulent nous faire de la morale, ce faux écolo, voilà, ELV, je crois qu'il a été ELV, je sais même pas où il est maintenant. Voilà, cet opportuniste politique, qui n'est en fait qu'un pédophile, voilà, comme bon nombre d'entre eux, quoi, hein, j'ai envie de dire. Hein. Parce que, bah voilà, il y a Jack Lang, il y a lui. Donc voilà, il y a une autre petite révélation, c'était Luc Ferry. Je sais pas si vous vous en rappelez, donc je crois que c'était en 2011 la vidéo qu'elle était sortie, un truc comme ça. Effectivement, voilà, Luc Ferry, qui était un ancien ministre aussi, qui assure connaître un ancien ministre pédophile, mais ne le cite pas. Effectivement, il n'a pas osé citer le nom, donc ça peut pas être Cohn-Bendit, parce que Cohn-Bendit, de mémoire, n'a pas été ministre. Par contre, Jack Lang, oui. Et une autre personne aussi l'a été, c'est monsieur Frédéric Mitterrand. Et oui, Frédéric Mitterrand qui est connu pour ses petites escapades en Thaïlande ou dans les pays un peu asiatiques pour se payer en fait des jeunes prostituées. Voilà, c'est marqué ici, des jeunes prostituées. Donc bien sûr, lui dira toujours qu'ils étaient en âge d'adolescence et tout ça, donc ils étaient pubères et pas prépubères, donc c'était pas de la pédophilie. Ça, personne ne pourra jamais le vérifier. Ce qu'on sait par contre, ce qui est sûr, c'est que il y a eu une affaire justement où Jack Lang aussi, c'est dommage que je ne l'ai pas mise ici, je ne l'ai pas mise en lien, mais avec Mohamed VI, vous pourrez retrouver l'information aussi, Mohamed VI, roi du Maroc, avait certainement des services secrets qui espionnaient en fait la pédophilie, parce que lui aussi avait l'air d'y participer un petit peu, enfin ça a l'air d'être assez ambigu, mais si vous cherchez Mohamed VI, Frédéric Mitterrand ou Jack Lang, vous allez tomber sur quelques documents un petit peu opaques, mais le web a quand même beaucoup fait le tri, a beaucoup censuré là-dessus, hein, a beaucoup fait le tri, ou alors c'est vraiment dans des archives assez lointaines. Mais voilà, il y avait des choses qui apparaissaient clairement, comme quoi justement... Effectivement, Frédéric Mitterrand ou même Jack Lang avaient lieu à ces histoires-là. Donc Jack Lang avait d'ailleurs dû prendre la défense de Mohamed VI dans un article qu'on peut retrouver, je sais plus, sur Le Monde ou n'importe quoi. Il avait pris la défense du roi pour dire que oui, c'était quelqu'un de formidable, que c'était un grand démocrate et tout ça, parce qu'en fait, il n'avait pas le choix. Parce que s'il ne défendait pas, les services secrets restaient de délivrer des informations sur lui et le compromettre dans des affaires certainement de prostitution et certainement de pédophilie. Voilà. Donc c'est pour ça que ces personnes-là sont un peu obligées de rendre service à leur maître ou à ceux qui ont en tout cas des preuves au-dessus d'eux pour les accuser, pour les enterrer. Donc ensuite, il y a aussi un petit truc qui est important. Maznev, donc ça je vous laisserai rechercher une petite vidéo aussi sur Maznev qui passe. J'ai envie de vous laisser chercher aussi un petit peu si vous voulez vous renseigner là-dessus sur Maznev. Il y a des petites vidéos qui circulent aussi où il témoigne à la télé. Il y a une femme justement qui est québécoise ou canadienne de mémoire, et qui, elle, trouve aberrant que cette personne-là ait publié un livre dans lequel il dit clairement qu'il a sodomisé des jeunes filles de 14-15 ans et que c'était extraordinaire. Voilà, c'est le genre de personnage, Maznev. Voilà. Mais lui, ce petit Maznev, il est vachement bien parce qu'il avait fait une signature, enfin, il a demandé, il avait fait une pétition en fait pour que des personnes signent une pétition pro-pédophilie en 1977 qui avait été publiée même dans Le Monde. Et donc, quand on voit les noms de ceux qui ont signé, regardez bien qui sort. Simone de Beauvoir, tiens donc, Louis Aragon, Roland Berthez, Jack Lang, bah tiens donc, Jack Lang, ou encore Bernard Kouchner. Ah bah vous le voyez le petit lien que je voulais vous dire tout à l'heure avec l'affaire Duhamel. Bernard Kouchner, il a signé une pétition pro-pédophile. Ah ouais, en 77. Tiens,
Comme c'est bizarre. Ben non, il n'y a rien de bizarre, il n'y a rien de bizarre. Et il y a aussi des... Alors, faut avouer que monsieur Cohn-Bendit n'est pas dedans, mais il y a des amis à lui qui avaient signé cette pétition, parce qu'il y avait 80, je crois, plus que 90 personnes qui avaient signé cette chose-là. Hein. Il y avait je sais plus combien de personnes qui avaient signé, hein. Il y avait pas mal de personnes. Je sais pas si l'article dit... bah tenez, voilà, la vidéo elle est là en plus, hein, sur le plateau justement que je vous parlais en face à face, et justement avec la femme qui lui dit mais votre livre il est nul, déjà il est nul, et puis se vanter à la tour de bras de sodomiser des petites filles de 14 ans, c'est une aberration, on est bien en France pour tolérer des choses comme ça quoi. Elle a parfaitement raison. Il y a bien en France à cette époque là où on tolère des pédophiles sur des plateaux, parce qu'il faut savoir que Duhamel avait, jusqu'à ce qu'il y ait la révélation à travers son livre, avait accès à tous les plateaux de télé, voilà, c'était le mec qui vous faisait la morale, voilà, c'était des gens qui vous montrait le chemin. Hein. Pareil pour Cohn-Bendit, hein, lui il vous fait la morale aussi, il passe à la télé, enfin voilà, c'est ces gens-là en fait, hein. C'est ces gens-là. Et c'est aberrant, c'est aberrant. Donc voilà, donc j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue, donc je vais m'arrêter ici, mais en tout cas vous voyez bien un petit peu de tout ce qu'il en est en fait globalement, de vous donner une prémisse en fait à une analyse que vous pourriez faire par la suite si vous voulez creuser un peu le terrain. Attention, c'est un terrain qui est obscur, qui est très glauque, donc je vous invite à avoir le moral quand même à bloc avant d'y aller et pas de rester trop enfermé dedans parce que c'est franchement assez dur de voir que des gens comme ça puissent avoir une immunité complète, une impunité face à des faits aussi graves, à des propos aussi odieux, aussi détestables. Voilà, donc bon, voilà pour cette petite vidéo. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi. En tout cas, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.